Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire dédié aux enjeux actuels de l'hôtellerie. Nous allons voir comment les hôtels peuvent s'adapter intelligemment, rester agiles et sécuriser surtout leur performance, même en période d'incertitude. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné non pas de un, mais de deux experts du marché. Benoît Oliver, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Écoute, Benoît, on va commencer avec toi. Euh, Si tu peux te présenter très brièvement et surtout voilà, présenter Jungle Project. Salut Amaury, merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Très ravi de vous retrouver évidemment pour ce webinaire. Risque, résilience et revenus. Je m'appelle Benoît Razino, je suis le cofondateur de Jungle Project, le partenaire des hôteliers pour tout ce qui est déploiement et migration de Property Management System, de Channel Manager, de CRS ou encore de RMS, Revenue Management System. Donc, un peu plus de 900 hôtels accompagnés au cours des 24 derniers mois. Encore une fois, très ravi d'être présent avec vous tous les deux pour ce webinaire. Excellent, je te remercie. Oliver, à ton tour, pour, imaginons, s'il y a des personnes qui ne te connaissent pas encore ou si tu présentes un petit peu le cercle. Alors, je suis Oliver Steuermann, je suis avant tout hôtelier, fils d'hôtelier, petit-fils d'hôtelier restaurateur, en Suisse et en France, avec 4 unités. Et puis, accessoirement, je suis co-créateur et président du Cercle des hôteliers indépendants, qui est un regroupement de propriétaires, d'investisseurs et de décideurs hôteliers indépendants en francophonie, essentiellement en France, mais également en Suisse romande, en Belgique, en Afrique du Nord, au Québec, etc., en Afrique de l'Ouest aussi également, avec des membres qui sont connus ou moins connus, peu importe, mais en tout cas qui sont indépendants et qui ont la main dans le, comment dit-on, dans le cambouis. Excellent. Écoutez, pour ce faire, on vous a préparé des données concrètes, des tendances observées, des conseils afin de vous aider à prendre les meilleures décisions pour les mois à venir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Ça va être à travers 3 différents chapitres qu'on va pouvoir vous aider à anticiper, d'une part, les changements de la demande, faire face aux différents risques et à maximiser tout ce qui va être notamment les revenus, malgré une incertitude qu'on peut voir, que ce soit un peu géopolitique ou économique. Vous, voilà, qui nous écoutez tout au long de ce webinaire, vous allez aussi également avoir la possibilité de participer activement via des sondages en direct et comparer vos réponses avec soit les autres hôteliers ou soit directement avec Benoît et Oliver. Écoutez, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec les évolutions de la demande hôtelière, où voilà, on se rend compte que l'arrivée des touristes internationaux en France est sensiblement stable par rapport à l'année dernière. On passe de 98 millions à 100 millions. Il y a eu un pic effectivement après la période de Covid, mais on arrive à être suffisamment stable sur les 2 dernières années. Concernant tout ce qui va être les réservations sur la période estivale, on voit bien que d'un point de vue global, il y a une baisse des réservations de 1,17%, avec notamment des pays extrêmement touchés. On voit le Canada, l'Allemagne, l'Italie, avec voilà, une baisse de 10%, plus de 10% des réservations. La France a l'air plus ou moins épargnée par cette tendance globale. Du coup, voilà, moi, ce qui m'intéresserait de savoir avec vous, Benoît et Oliver, c'est qu'est-ce que vous voyez, vous, de votre côté, par rapport aux différents établissements que vous accompagnez, avec lesquels vous échangez, voilà, avoir votre point de vue là-dessus. Benoît, si tu veux commencer, est-ce que tu vois qu'il y a une baisse aussi sur les établissements, les chaînes, les groupes que tu accompagnes? Si on prend l'histoire de manière globale, ce qu'on a pu voir, effectivement, en 2025, ça reste en termes d'arrivée et de nombre de visiteurs internationaux plutôt positif, avec un peu plus de 100 millions là, prévus pour cette année. Ce qu'il faut observer, c'est la tendance globale. Oui, si on se concentre ici sur la fenêtre là, estivale, c'est plutôt flat par rapport à l'année dernière. C'est quelque chose qui reste positif vis-à-vis du contexte, encore une fois, et vis-à-vis des Jeux Olympiques qu'on a vus l'année dernière. Pour autant, ce qu'on voit ici, et c'était ce qui était un petit peu partagé la semaine dernière aussi, pour celles et ceux qui étaient au
au Global Hospitality Forum. En fait, on a deux dynamiques quelque part en Europe. On va avoir une première dynamique sur la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal qui fonctionnent bien. C'est le cas pour la Grèce aussi, et certaines régions même d'Europe centrale, la Pologne potentiellement, et puis l'Autriche. Et de l'autre, on va avoir les marchés un peu plus historiques qui sont un peu plus compliqués. En France, encore une fois, on se sort bien par rapport à nos voisins. Ici, l'Allemagne, on est quoi? Moins 13, moins 14%. Bon, il ne faut pas oublier que 2024 en Allemagne, tu as quand même eu un événement international, l'Euro de football, 6 millions de visiteurs. Forcément, ça a un impact ici. L'Italie, de la même manière, c'était, si je ne me trompe pas, une référence assez historique. Un record, quelque part, était 2024, donc une référence qui est relativement haute. Puis, en parallèle, toute la prise de conscience de ce qui se passe en Italie sur le surtourisme et les mesures de prévention pour, en tout cas, le freiner un petit peu, à l'image de Venise, qui maintenant, on peut voir la mise en place d'une surtaxe, en tout cas pour les touristes. On parle aussi potentiellement d'une frais d'entrée pour la fontaine de Trévi à Rome. Voilà, ce sont des exemples, en tout cas, qui montrent aussi qu'il y a une prise de conscience et, en tout cas, ça peut impacter la demande, en tout cas, sur cette période estivale. Ok, très bien. Et toi, Oliver, sur plus la partie, on va dire, des hôtels indépendants, comment tu vois cette période estivale si tu le compares sur notamment l'année précédente? Bon, alors déjà, l'année précédente, à part le mois de juillet, donc les 15 jours ou 3 semaines de juillet des JO, la période estivale n'a pas été bonne du tout, en tout cas sur les échos qu'on a. Même au niveau des paras, tout ce qui était paralympique n'a pas été énorme non plus. Il faudrait également avoir des chiffres, par exemple d'aéroports de Paris ou autres, pour pouvoir comparer aussi, voir si vraiment il y a eu autant de monde que ça qui sont venus, etc. Enfin, il y a eu effectivement aussi une autre donnée, c'est que juillet 2024, c'est-à-dire période JO, je me concentre vraiment sur la période JO et peut-être 1 ou 2 semaines avant et après, mais en tout cas sur cette période JO qui était bonne, les réservations ont été faites déjà très longtemps auparavant. C'est pas arrivé 1 mois avant ou 2 mois avant, c'était bien en amont. Donc ça permettait d'avoir un de book qui était déjà bien le mois de mai ou le mois de juin pour juillet. Actuellement, les échos qu'on a, enfin si je prends un titre perso, août n'est pas bon, juillet on est sur la tendance 2023, qui était une très bonne tendance. 2024, j'ai pas envie de m'y comparer avec parce que c'était une période particulière, c'était autre chose, c'était les JO, donc on se met en parenthèse. D'ailleurs, beaucoup d'hôteliers disent ça, nous disent, quand on parle avec eux, quand on parle de statistiques, nous disent 2024, c'est entre parenthèses, comme la période Covid, quoi. On ne tient pas compte, ou alors on sait que c'était une mauvaise période, pour certains c'était une très bonne période, pour comment dit-on, pour les périodes pour les capacités de non seulement de réservation, mais de privatisation, par exemple. Mais si on revient au sujet qui est 2025, on compare beaucoup à 2023 ou 2022, qui étaient d'ailleurs des très bonnes années, au demeurant. Ce n'était pas du tout des mauvaises années. C'était même des années records chez certains, chez beaucoup d'entre nous. Donc, juillet, moyen, mais pas si mal que ça se tient sur le on the book. Par contre, août n'est pas bon dans tous les échos qu'on a. Je te parle sur des régions qui sont des régions tourisme, ok. Sur des régions corporate, c'est bien évident que juillet-août, il n'y en a pas beaucoup non plus. Ouais, donc voilà, on est effectivement, on constate une baisse. Voilà. Ok, on constate cette baisse, notamment, comme tu dis, pour le mois d'août. On verra un petit peu plus tard, dans ce cas-là, quels axes, justement, si on peut booster cette partie-là, notamment sur ce mois d'août. Si on voit d'un côté un peu plus d'un point de vue tarif, on note aussi une baisse globale de 6% sur la période juin et août comparé à l'année dernière. Bon, forcément, comme tu as dit, Oliver, il y a l'effet Jeux Olympiques, donc Paris, forcément, a une baisse assez importante. Mais cela dit, sur d'autres villes, où il n'y avait pas forcément des épreuves olympiques. On le voit notamment dans le sud-est où on note une baisse de 8%. Est-ce que également, tu as vu ou tu vois en ce moment, hormis forcément les réservations qui baissent, aussi sur la partie tarification, le prix moyen, est-ce que tu le vois également?
Alors, tu me demandes à moi. Oui. Ça, oui. Pardon. Sur mes établissements, je ne suis pas sur ces zones-là, hein, donc je ne peux pas le dire. Maintenant, sur ce qu'on a comme écho au sein du cercle, il y a effectivement, en général, je dis bien en général, Oui. une baisse effectivement du taux d'occupation et une baisse du prix moyen, du REVPAR en général. Oui, effectivement. Ok. Chez certains, elle est très élevée, chez d'autres, c'est très moyen, voire ça se tient avec ce qui s'est fait en 2023 ou en 2022. Ok, très bien. Et toi, Benoît, également, est-ce que tu as noté cette tendance aussi sur le prix qui a tendance aussi à chuter? Ouais, je pense qu'il y a quand même de la nuance à apporter. Effectivement, déjà, il faut scinder cette approche Paris/Île-de-France et puis région, deux dynamiques assez différentes là-dessus, c'est sûr et certain. Ce qu'on voit quand même depuis le début de l'année, hein, c'est que normalement, les prix moyens sont maintenus, voire sont même en croissance. Et c'est ça qui soutient quelque part. Je crois qu'à date, on est sur 1%, 2% de RevPAR en plus, vraiment tendance globale, hein. Moi, aujourd'hui, j'accompagne un groupe d'hôtels qui est plus sur un segment économique budget. Là, de la même manière, il y a deux tendances de fond assez différentes. L'hôtellerie économique, très économique, est en perte de vitesse par rapport à l'année dernière. C'est assez notable. Je crois qu'on est à moins 3% sur du year to date. Et ça va potentiellement se prolonger effectivement sur l'été. À l'inverse, si on prend le segment haut de gamme, le segment luxe, ça continue de surperformer. On prend le rapport, hein, rapport au premier trimestre d'Accor, par exemple. La division lifestyle et luxury, c'est plus 8,3% de RevPAR à date. Donc, quelque part, un record atteint là-dessus. Et ce qui est voilà, une bonne illustration, en tout cas, de la dynamique actuelle des établissements très, très haut de gamme qui continuent de bien performer. Donc, je pense qu'à travers ce moins 6% ici qu'on voit, voilà, rescinder l'approche via des clés de lecture un petit peu différentes pour nuancer. Parfait, merci pour cette précision, Benoît. Nouveau format aussi de notre côté, hormis voilà, des différentes questions que vous avez pu nous poser préalablement ce webinaire ou lors des salons, des événements auxquels on a pu participer. On a regroupé des grandes tendances en termes de questions. L'idée, c'est aussi de pouvoir échanger avec vous, Benoît et Oliver. Ce qui serait aussi intéressant, c'est que vous nous partagiez voilà, comment vous voyez forcément la demande hôtelière actuelle, mais surtout son évolution. Comment vous voyez d'ici la fin d'année 2025? Forcément, c'est très difficile de prédire, mais qu'est-ce que vous pensez sur cette fin d'année 2025? Comment ça pourrait évoluer? Toi, Oliver, comment tu le vois? Ça dépend si dans la demande hôtelière, tu mets aussi les meublés de tourisme. C'est hôtelier, hébergement, enfin, c'est un petit clin d'œil que je fais, mais tu as bien compris on a bien compris que cette notion-là est aussi importante pour nous, hôteliers. Voilà, ça c'est important. D'où mon questionnement par rapport à Aéroport de Paris et autres moyens de transport, d'avoir des statistiques précises aussi, de savoir qui vient pas et qui ne vient plus. Après, sur la demande, sur l'évolution, je reviens par exemple sur le mois d'août. On parlait de chute sur le mois d'août. Naturellement, on sait, sur des régions touristiques, on sait très bien que tout se fera à J-7 jours, J-8 jours, J-10 jours, que encore au mois de juillet viendra beaucoup de réservations pour le mois d'août. On sait très bien, donc on baissera automatiquement sur le prix et on augmentera sur le taux d'occupation mécaniquement. Maintenant, la demande actuelle en France et son évolution, on voit énormément de nouveaux concepts, on voit énormément de nouvelles choses arriver. Là où je peux vous rejoindre, c'est qu'effectivement, l'économique est en train de bouger énormément avec des nouveaux concepts, etc. Parce que effectivement, ça prend un peu de plomb dans l'aile, certaines enseignes aussi. Donc, automatiquement, ils essayent de se renouveler, etc. Et ce qui est fait dans les chaînes vient automatiquement après chez les indépendants. Ça a toujours été comme ça.
dans tous les domaines. C'est-à-dire que les chaînes ont cet avantage d'être structurées, d'avoir plusieurs membres, etc., d'avoir des gens dédiés à ça. Et donc, automatiquement, elles sont mieux, au final, structurées pour proposer des offres beaucoup plus cadrées. Et c'est après que les indépendants arrivent. Maintenant, on voit chez les indépendants, que je prenne Hotel ou d'autres, des personnalités qui créent des concepts, etc., qui vont même après, peut-être même jusqu'à les franchiser, si on prend Hôtel, etc. Donc, la demande croît, c'est certain, elle bouge énormément, parce qu'on voit même dans certains centres urbains, Paris, on peut prendre Paris, mais on peut prendre aussi d'autres métropoles, des concepts apparaître où quasiment on te prend un immeuble, on te le rase, et puis on fait des appart-hôtels où on te met des juniors dedans qu'on loue, etc. Donc on voit plein de choses arriver, plein de choses arriver. C'est un marché qui ne frémit plus, mais qui bout. Il y a plein de nouvelles choses qui arrivent, tant dans les chaînes que chez les indépendants. Donc ça, c'est aussi nouveau. Ça, c'est nouveau. Par contre, que dans le même temps, il y ait beaucoup de choses. Les investisseurs, d'ailleurs, ne s'y trompent pas. Les financeurs aussi, que ce soit du private equity ou autre, c'est en train d'exploser. Pour nous, la problématique principale, elle vient dans les transmissions chez les indépendants. Comment je fais quand je veux arrêter, parce qu'on est face à une génération qui arrive au bout, comment on fait pour transmettre comment dit-on, son hôtel ou ses hôtels à quelqu'un de sa famille ou à une société, etc., etc. On a de plus en plus de demandes comme ça. C'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Donc ça, c'est une problématique. Maintenant, au niveau de la demande pure, c'est-à-dire de ce qui se fait, de ce qui se crée, etc., et du marché, c'est-à-dire de la demande sur le marché, ben, on voit que la montagne, moi je suis plutôt en montagne, on voit que la montagne, ben, ça prend même quand il n'y a pas de neige, voilà, de plus en plus. On voit qu'à la mer, il y a des choses aussi très intéressantes qui se font en termes conceptuels. On voit qu'en centre-ville, il y a plein de choses aussi qui se développent, entre de l'hébergement, je dirais, traditionnel hôtelier et de la location de meublés. Il y a des choses qui essayent de rentrer un peu voilà, dans le marché. Donc, ça bouge beaucoup. Et donc, la demande bouge beaucoup. Et la France, naturellement Paris, mais Paris n'est pas la France, n'est qu'une partie de la France. Le marché, en France, bouge énormément et est un des marchés leaders en termes de création conceptuelle et en termes de positionnement. On le voit. Nous, on a des hôteliers qui sont un peu partout, pas dans le monde, mais en francophonie, aussi bien qu'en Allemagne, en Autriche, en Angleterre, etc. Et on voit que la France reste quand même un pays de référence pour la nouveauté hôtelière. Ça, c'est certain. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à ta mais question. très bien. Et toi, Benoît, est-ce que tu partages ce constat-là ou c'est un marché finalement qui croît beaucoup, même qui bout beaucoup d'opportunités, comme dit Oliver? Ici, on le voit évidemment, effectivement, il y a de plus en plus de nouveaux concepts, en tout cas de tentatives et d'établissements hein, qui s'installent avec une identité, avec une marque, avec des valeurs assez singulières. Je pense que ça, évidemment, c'est important et c'est aussi un renouveau auquel les clients évidemment répondent présent. Je pense que sur ce côté demande, voilà, il y a la demande hôtelière effectivement d'un côté, il y a la demande aussi globale, encore une fois, pour la destination France. Post-JO, c'est bénéfique. On se rappelle aussi 2024, la réinauguration de Notre-Dame aussi qui participe, les 80 ans du débarquement. Voilà, ce sont quand même des éléments assez forts qui contribuent au rayonnement de la destination France, qui reste positif et qui, voilà, j'ai tendance en tout cas à être plutôt optimiste de manière générale. Donc, Ouais. c'est un point d'appui en tout cas pour la suite. J'aimerais peut-être juste ajouter une chose. Je ne sais pas si tu as fini. Je suis désolé de t'avoir interrompu. Ouais, vas-y, Oliver, oui. C'est mon côté. Voilà. Il y a une chose aussi qui est très importante, c'est la financiarisation de l'hôtellerie. Parce que si on voit des tas de concepts sortir, si on voit une telle ébullition sur le marché hôtelier et d'hébergement, c'est bien parce que l'hôtellerie se financiarise, ce qui n'est pas un mal. Moi, je le vois plutôt côté positif, d'accord ?
d'avoir sa petite auberge au fin fond du Larzac, etc., ou pour un peu caricaturer les choses, c'est quelque chose qui se fait plus. On ira peut-être, enfin ça existe encore, mais c'est en voie de disparition. On verra plus quelqu'un qui a une auberge dans le Larzac et qui va commencer à créer un concept autour, qui va mettre en place des systèmes pour se rendre plus visible, d'avoir un logo, de le conceptualiser et de créer un concept autour de ça pour aller après chercher de la financiarisation et peut-être le dupliquer après ailleurs, dans le Larzac ou ailleurs. On n'est plus sur la mentalité d'un hôtelier, ou très peu, qui a son petit hôtel et qui vivote comme ça. On est sur un changement générationnel. Il faut bien se rendre compte de ça, en fait, que nous, à chaque fois qu'on fait un événement avec nos membres, qu'on discute, je vois, moi j'ai 58 ans, je vois que je ne suis pas parmi les plus vieux, mais je ne suis pas parmi les plus jeunes, en tout cas. Et on voit même que parmi les gens de ma génération, plein bout d'idées de se dire, ben, tiens, on va créer un groupe avec, dans 10 ans, on va avoir 30 hôtels, etc., etc. C'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Et donc, automatiquement, la façon de créer ça, de financiariser, crée après justement la demande aussi. Et c'est quelque chose qui est automatique. Donc la financiarisation de l'hôtellerie est quelque chose de très bon, jusqu'à une certaine mesure naturellement, mais est quelque chose de très très bon. Parfait. Messieurs, merci pour ces partages. On va voir un petit peu plus en détail maintenant la partie voilà, des voyageurs. Comment on peut s'adapter avec les différents types de nationalités. On a pu constater par rapport à l'année dernière, grâce aux pays un peu voisins limitrophes, allemands, belges, italiens notamment, qu'on a pu compenser cette clientèle, notamment américaine, également anglaise. Bon, on a vu qu'on a un peu des tendances actuelles géopolitiques qui fait que sans doute il y a un impact là-dessus. En tout cas, qu'on voit que le noyau de cette clientèle qui viennent effectivement passer voilà, du moins séjourner en France et principalement les pays voisins. On a parlé tout à l'heure avec toi, Oliver, de la fenêtre de réservation. Forcément, elle était plus importante sur la période 2024 des JO. Mais cela dit, si on la compare quand même par rapport à 2023, il y a quand même un sacré boost. Si on met effectivement, comme tu as dit, en parenthèse un petit peu l'année 2024, un boost, même si on est quand même allez, un petit peu en dessous des 4 mois de réservation pour cet été. Là, ce que j'aimerais voir un petit peu avec vous, et Benoît, si tu peux rebondir un petit peu aussi sur ce qu'on a vu à l'instant, est-ce que vous, de votre côté, vous avez noté, vous avez vu des tendances, des changements sur le comportement, sur les habitudes au sein des voyageurs, en termes de nationalité ou non, en termes de processus de réservation, et surtout, voilà, comment les hôteliers, les groupes pourraient justement s'y adapter. Benoît? Ouais, bah, par rapport à ce qu'on vient de voir, effectivement, là, on voit une demande des pays limitrophes qui revient. Donc, forcément, c'est un petit peu Ouais. plus last minute et ça a un impact sur la fenêtre de réservation par rapport à nos amis américains. Les Américains, on le rappelle, qui ont perdu aussi au taux de change, dollar, euro, moins 7, moins 8% par rapport à l'année dernière en perte d'achat directe. Donc, ça a forcément un impact. Bon, c'est le cas pour l'ensemble de l'Europe, pas forcément que pour la destination en France. Vous prenez Madrid, vous prenez Londres, vous prenez Berlin, c'est sensiblement la même chose. Changement majeur, j'ai pas envie de revenir sur des éléments, le côté expérientiel, oui, on peut le mettre en avant. Airbnb a poussé il n'y a pas plus tard qu'il y a 2-3 semaines la Airbnb Experience, encore une fois, sur lesquelles vous êtes toujours en mesure de réserver votre hébergement, mais en parallèle un cours de photographie, un cours de chant, ou bien même, voilà, donc une multitude d'activités en parallèle. Et ça, je pense que c'est voir la locomotive Airbnb, le mettre en avant. Évidemment, c'est la réponse quelque part à un changement de comportement des consommateurs. Là, on souhaite vivre vraiment une expérience aujourd'hui et plus juste une chambre d'hôtel qu'on souhaite réserver. Donc, bon, c'est un élément sur lequel on peut insister. Et puis deux, bah, là, c'est l'un des premiers webinaires ou conférences qu'on fait depuis un moment, là où on ne parle pas de l'IA. Je suis un peu surpris, mais forcément, il faut le remettre sur la table et ça va en faire grimacer certaines ou certains. Mais demain, l'IA, donc ChatGPT, Gemini ou DeepSeek,
en tant que nouveau canal de distribution, ouais, faut forcément commencer à y réfléchir. Ça a un impact sur potentiellement 2 niveaux. Lorsque vous faites une recherche sur Booking ou sur Expedia, vous avez un listing de 15, 20, 30 annonces disponibles. Lorsque vous faites le même exercice sur une IA, en fait, il n'y a que 2, 3, 4 potentiellement établissements qui sont mis en avant. Donc là, déjà, il y a une piste quand même pour les hôteliers pour demain. C'est aussi de commencer à adopter en tout cas et à s'intéresser au sujet de manière plus précise. On parle de SEO pour le référencement naturel sur les moteurs de recherche. Là, on commence à parler de SGO, donc pour Search Generative Optimization, pour finalement apparaître. Et donc, ça va avoir un vrai impact en termes de visibilité. Et on n'en est pas encore là, mais les premières réservations directement poussées depuis une IA commencent à voir le jour. Alors bon, je ne m'avance pas trop non plus, mais il ne faut pas sous-estimer en fait la vitesse à laquelle ça va se déployer. On peut déjà le faire avec le tiers plus de ChatGPT, donc pas ChatGPT+, mais ChatGPT Pro, qui est à 200 € par mois quand même, et sur lesquels, oui, on peut pousser une réservation directement depuis l'application. Donc, c'est des éléments sur lesquels il faut absolument s'y intéresser maintenant pour ne pas subir demain sur du moyen terme. Bien. Toi, Oliver, sur pareil, les aptitudes de voyageurs, ces changements un petit peu de comportement, est-ce que tu vois quelque chose qui a changé de ce côté-là? Bon, je vais faire mon vieillard moyen, parce que c'est sûr que quand on me parle d'IA, c'est certain que j'ai peu, enfin, et même pas, parce qu'on l'utilise aussi chez nous beaucoup, mais ce qu'on connaît pour l'instant. Il y a déjà des points importants à voir, c'est que on a plusieurs segmentations de clients. Donc, on ne parle pas d'un client touriste qui vient pour du tourisme, si je grossis le trait. Un client corporate, il n'a pas forcément le même besoin ou la même utilité en fait d'une chambre d'hôtel. Première chose. Donc, ça, c'est un point. Après, il faut savoir que chez nous, on fait de temps à autre des sondages en interne et on a un peu des retours. Ce qui reste toujours, et à mon avis, ce qui restera longtemps encore en place, c'est le triptyque, c'est-à-dire le prix, la localisation et éventuellement les commentaires, dans l'ordre ou le désordre, hein, selon si c'est corporate, loisirs, etc. Malgré tout, le triptyque qui reste là. Le fait qu'une IA, par exemple, propose des hôtels, ne va pas l'imposer. Ils vont proposer, ils vont dire celui-là, il est visible, donc on le met en avant parce qu'on aura payé quelque chose pour être mis en avant, etc. Ça va être une nouvelle peut-être façon de se faire mettre en avant, en fait, hein, une visibilité. Ça peut être aussi, comme certains le proposent déjà, quand on est sur un téléphone portable, de voir quasiment, on dit voilà, je recherche une chambre, etc. Boum, puis on voit la chambre apparaître en photo. Il y a des choses, il y a des tas de choses qui commencent aussi à sortir. Maintenant, malgré tout, dans la prise de décision des clients, le triptyque, comme je l'appelle, reste toujours là. On peut beaucoup changer les choses, mais au final, c'est ce que le client va sortir comme disaient les tontons flingueurs, l'oseille. C'est ce qui reste, le nerf de la guerre, malgré tout, donc c'est ce qui va sortir. Je vois, par contre, beaucoup de choses aussi arriver avec Airbnb, avec les locations de meublés. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais malgré tout, quand on parle avec des propriétaires, c'est très intéressant, des propriétaires de meublés de tourisme, comment ils établissent le prix de leur location. Ben, eux, ils vont également sur Booking, qui, je rappelle, a eu près de 40% de croissance sur ce mode-là, c'est-à-dire sur les meublés de tourisme, de l'année dernière en tout cas, plus de 40, je crois que c'est 43%. Et ils vont regarder le prix que font les chambres d'hôtel, etc., que font les hôtels pour leurs chambres. Donc en fait, il faut bien imaginer aussi que l'autre en face, que je considère comme un adversaire, qui est un meublé de tourisme, regarde ce que je fais moi comme hôtelier. Et mon hôtelier, je regarde aussi ce qui se fait, je l'intègre dans mon mix concurrence. C'est quelque chose qui est de nouveau depuis quelques années. Nous, on le sait parce qu'on est professionnels, vous comme nous, et vous dans la technologie, nous dans l'accueil client, et on le sait, on sait que ça existe. D'où effectivement aussi les besoins de statistiques des moyens de transport de la SNCF, des CFF suisses,
de l'aéroport de Paris, etc., pour savoir exactement qui vient pas. S'il y a effectivement beaucoup de gens qui viennent, mais qu'il y a moins de personnes dans les hôtels, faut savoir où elles ont dormi. Et on peut très bien deviner où elles ont dormi. Ça, c'est des points qui sont quand même essentiels. En tout cas, le client final, lui, quand on parle d'expérience, c'était très intéressant ce que tu disais d'ailleurs sur l'expérience client, ce que fait Airbnb, etc., de devenir une espèce de grande plateforme qui va proposer des cours de photo ou je ne sais quoi. Je ne suis pas sûr qu'un client corporate regarde ça. On est bien d'accord. Même pour une période salon, il veut te prendre un Airbnb parce qu'ils viennent à 5-6 pour être dans le salon. Ce qui fait effectivement une économie par rapport peut-être à tes chambres d'hôtel. Mais malgré tout, dans la partie tourisme, malgré tout, on a quand même des belles choses à proposer et des expériences en montagne, on le voit, on fait plein de choses. L'établissement qui est vers Marne-la-Vallée, on fait aussi plein de choses aussi. Il y a des choses qui peuvent être belles et qui peuvent être proposées. Mais malgré tout, je le répète, le triptyque est là. Prix, localisation et les commentaires, dans l'ordre ou dans le désordre. Malgré tout, ça restera toujours. Après, tout tourne autour de ça. On peut effectivement rajouter de l'IA, on peut faire. Il y a plein de choses qui vont arriver, il y a plein de choses qui arrivent. On compte aussi beaucoup sur les systèmes de réservation, sur les channels, etc., pour proposer ce genre de choses-là. Et c'est eux qui sont, c'est vous et c'est eux qui sont à la pointe de ça. Nous, on ne fait que pouvoir bien l'utiliser. Il y a un autre point aussi qui est très important, qui est sans doute un des plus importants, c'est le recrutement et donc automatiquement le personnel. De moins en moins, on a du personnel actif dans les hôtels, ou en tout cas qui a une grande expérience, etc., comme on le voyait pré-Covid. Donc automatiquement, on est sujet à pouvoir utiliser plus de technologies pour pallier à ça. De plus en plus, on est en train de regarder ça. Il y a de plus en plus de technos qui arrivent qui nous disent, voilà, vous n'avez pas du personnel qualifié, notre technologie peut pallier en partie à ça, etc., etc. Donc ça, c'est un point aussi essentiel. Les commentaires qui sont faits par les clients, par exemple, quand on leur demande comment ça a été, etc., une des premières actions, c'est pas le prix est adapté ou la cuisine est bonne ou je ne sais pas, ou la literie est bonne. Il y a eu un super accueil ou il n'y a pas eu d'accueil. C'est un point qui est un des points vitaux maintenant. Et pour être très bas du front, comme on dit, et très j'essaye d'être le plus réaliste possible, c'est une des grosses problématiques qu'on doit résoudre. Hein. C'est ça, hein, c'est vraiment l'aspect du personnel. Voilà. Ok, très bien. Je ne sais pas si j'ai répondu là aussi à ta question. Non, très bien, très bien. C'est un point effectivement qu'on n'avait pas trop souligné, cette partie personnelle. Et justement, si on va encore un peu plus loin sur ce sujet-là, tu crois que justement, on a parlé un petit peu d'IA ou même les solutions technologiques ou autres, tu crois vraiment que c'est la solution ou il y aurait une autre approche pour pouvoir pallier à ce problème? Je prends une seule statistique qui est là aussi bas du front. Hein. Vous savez, il y a des petits robots qui sont vendus en France, même ailleurs d'ailleurs, qui débarrassent les tables. Je ne vais pas citer Ouais. de marque, hein, parce que voilà, mais on en voit beaucoup. Quand on parle à ces sociétés-là, enfin cette société-là, ils nous disent quoi? Ils ont augmenté leur vente de quasiment 75% en moins d'une année, quoi. Donc voilà. Et puis de l'autre côté, quand on parle aux hôteliers utilisateurs, il est de fait qu'on a des membres qui l'utilisent. Ils se disent, ils se trouvent pas forcément entièrement satisfaits, mais ils se disent, tiens, j'ai un appui supplémentaire. Et puis ça, on peut le reproduire partout, hein, l'intelligence artificielle, par exemple, à la réservation, etc., etc. C'est certain, quand vous avez encore d'un côté un manque de personnel et de l'autre côté du personnel peu qualifié ou qui essaye de s'intégrer, mais qui est nouveau, etc., et qui arrive à dire à des clients qui appellent, réserver sur Booking, c'est plus facile, il y a quand même quelque chose à résoudre de ce côté-là, quand même. Parce que là, c'est vraiment problématique parce que ça touche non seulement l'accueil, déjà téléphoniquement, m'entendre dire allez réserver sur Booking, c'est plus simple. On le fait, on le sait, ça existe. Et ça existe beaucoup, ce genre de réponse-là. C'est même pas dû peut-être forcément à la personne qui répond, c'est peut-être dû simplement au fait qu'elle n'est pas formée, etc., etc. Donc on parle sur le recrutement, la formation, etc., etc. C'est quelque chose qui est primordial. Et donc automatiquement, la technologie peut pallier en partie à ça. Bien sûr. Parfait. Dernier point,
On va aller sur le dernier chapitre, la partie des stratégies, performances, comment on peut booster un petit peu tout ça. Il y a un élément qu'on a noté, c'est tout ce qui va être l'événementiel. Donc, tout ce qui est lié à l'événementiel, les événements sportifs, culturels, peu importe ou autre, très grosse opportunité de croissance, où on a noté justement qu'il y avait 2 voyageurs sur 3 qui étaient susceptibles de voyager justement pour un événement en 2025. On voit qu'en l'espace à peine 10 ans, on double sur la partie effectivement budget qui peut être alloué sur cette partie événementielle. Un exemple, parmi tant d'autres, il y a le Salon de Bourget qui est passé récemment, mais il y a aussi, par exemple, si on voit un peu plus après l'été, Maison et Objets, où il y a eu quand même un tarif moyen journalier qui a évolué près de 30%. Vous, de votre côté, sur justement ces événements, est-ce que c'est quelque chose auquel les hôteliers, les groupes, ils s'y intéressent de plus en plus? Est-ce qu'ils voient une opportunité? Est-ce que c'est quelque chose que finalement, ils utilisent ou moins, ils s'intéressent de moins? Finalement, j'aimerais avoir un peu votre ressenti par rapport à ce qu'on voit, des données vraiment concrètes où c'est en train d'exploser cette partie-là, événementielle, culturelle, sportif ou autre. Comment justement c'est appréhendé, Benoît, de ton côté? Ouais, c'est l'une des séquelles, potentiellement l'une des conséquences de la période Covid, là où finalement on a Mhm. envie de faire les choses simples et de se retrouver aussi à rassembler les gens. Ouais. Évidemment, c'est l'un des points de focus de certains groupes hôteliers. Je pense notamment à Accor qui a publié un communiqué de presse pas plus tard qu'il y a 3 semaines sur une volonté de construire l'équivalent d'une CRS, hein, pour les 5600 hôtels dans le monde, sur un volet meeting et événements. Donc, des partenariats colossaux signés avec Oracle pour la solution historique SNC, avec du Backyou pour la gestion des groupes, des événements au quotidien, et puis avec Meeting Package, il me semble. Donc voilà, une grosse volonté en tout cas ici de mettre le pied à l'étrier. D'autres l'ont déjà tenté, hein, dans le passé, les gros américains, mastodontes, Marriott, Hilton, etc., sans vraiment avoir réussi à percer. Je pense que l'ambition est légèrement différente et ça ne veut pas dire que c'est gage de réussite, mais en tout cas, il y a une vraie volonté, il y a une vraie ambition derrière. Je trouve ça super intéressant de voir ça. Et donc oui, quelque part, c'est aussi réaliser que on a toujours laissé un petit peu d'argent sur la table, non pas en ignorant cette partie M&A, mais en tout cas en la sous-exploitant potentiellement. Donc, ouais, c'est quelque chose de super intéressant, en tout cas, qui est en train de se passer aussi sur ce volet-là. Top. Pour Oliver, avec cette casquette notamment d'hôtelier, est-ce que c'est quelque chose que tu regardes d'un peu plus près, cette partie un peu plus événementielle? Là, je partage 100% ce qu'a dit Benoît, c'est-à-dire que la période Covid a été incroyablement. Quand on dit que l'eau trouve toujours son chemin, on est toujours obligé de trouver son chemin. Effectivement, la période Covid a révélé ce genre de choses-là. Pré-Covid, on était à 4% d'événementiel et là, on est à 15%. Moi, je mets max événementiel, hein, je groupe tout. Ouais. Et quand je parle avec mes consoeurs et confrères, c'est exactement la même tendance. Donc, après, il y en a qui essayent de mettre ça au sein d'un concept. Là aussi, on parle chaîne, groupe, etc., marque indépendante, qui essayent de faire des offres, etc. Nous, on s'est un peu rapproché de Backyou, qui est devenu partenaire du Cercle, parce qu'on veut faire aussi, mettre en place quelque chose aussi important à booster. Il faut bien voir que, par exemple, pendant la période Covid, on pouvait, pour un établissement qui était à moins de 100 km de Paris, on arrivait à le privatiser entièrement. Et c'est là aussi où c'est arrivé, cette histoire-là. On arrivait à privatiser un établissement de 15 chambres, 10 chambres, et ça a été des chiffres d'affaires phénoménaux. Donc là aussi, les gens commençaient à réaliser, donc les pros ont commencé à réaliser qu'il y avait des choses à faire. Puis après, c'est parti sur les tournages, c'est parti sur plein de choses, des team building, enfin voilà, puis on n'arrête plus. Maintenant, il faut aussi savoir que ce genre de choses, je partage ce que dit Benoît, c'est quelque chose qui doit être fait de façon très professionnelle, parce qu'on voit beaucoup chez des hôteliers indépendants, pour le coup, des gens qui essayent de s'y mettre comme ils peuvent.
Le problème, c'est que le rendu final n'est pas forcément ce qu'attendait le client. Donc ça aussi, il faut se méfier. Et que donc la conceptualisation de tout ça, opérationnel, je parle de passer sur de l'opérationnel réussi, ça demande quand même de l'investissement et ça demande aussi du personnel. Là aussi, on en revient formé, etc., etc. Je veux dire, on ne prépare pas, on ne met pas en place un système de team building, par exemple, avec des activités, des partenaires externes qui s'en occupent, etc., comme on accueille un simple client corporate qui vient pour une nuit, quoi. Il y a vraiment quelque chose de professionnel. Donc, je salue ce que fait effectivement Accor, qui, comme je le dis très souvent, est toujours à l'avance. Et donc, automatiquement, si Accor ou si d'autres groupes hôteliers commencent à le structurer de façon très pro, eh ben, on en tirera les marrons du feu dans quelques années ou peut-être dans quelques longs mois. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il y a des groupes indépendants que l'on connaît bien qui le font même d'ailleurs très très bien. Mais effectivement, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus et qu'il faut pousser. Parce que la clientèle professionnelle, quand je parle par exemple de MICE ou d'événementiel professionnel, c'est quelque chose de très important et qu'on peut naturellement en tirer quelque chose après, même à titre privé, les gens qui reviennent, etc. Donc c'est très basique et très bas du front, comme je dis, ce que j'indique là, mais c'est la réalité, c'est-à-dire qu'effectivement, Benoît a raison, pendant Covid et juste après Covid, c'était très compliqué. Il y en a certains qui ont tiré les marrons du feu par de la privatisation, etc. Ça les a un peu éclairés. Et puis, depuis là, on est, nous, sur des chiffres qui grossissent. Et quelquefois même, ça arrive à perturber l'exploitation classique. Parce que quand vous avez 25 chambres, par exemple, et des salles de séminaire ou des espaces pour faire de l'événementiel, il faut choisir à un moment ce qui vous accueillez. Voilà, si vous préférez accueillir une clientèle groupe, si vous préférez une clientèle individuelle, etc. Le fameux choix du yield, mais c'est important. Donc là, il faut de la maîtrise, de la connaissance, ou être appuyé par des boîtes qui savent le faire, etc. etc. Mais il y a un moment, parce qu'au bout de tout ça, il y a une question de résultat d'exploitation et de rentabilité de l'établissement. Voilà. Parfait. Tu viens de parler de rentabilité. On va pouvoir terminer un peu là-dessus sur voir justement qu'est-ce qu'on a pu en découler concrètement de cette étude-là, de ces données, de ces nouvelles tendances. Ça permet de relever vraiment 5 grandes opportunités de marché. Donc, on a vu tout ce qui est lié forcément aux événements culturels, sportifs ou autres, comme on vient à l'instant d'en discuter. Tout ce qui va être aussi les tendances de voyage avec notamment certaines nationalités qui se détachent par rapport à d'autres. On a vu notamment les pays voisins ou les pays limitrophes, tout en ayant toujours cette attache sur comment accueillir cette clientèle française, pas la sous-estimer. On a vu aussi qu'on pouvait voir un peu lié à la concurrence pour s'adapter, parce qu'on a vu que le prix moyen avait tendance à baisser de 6%, voire est-ce qu'effectivement il y aurait la possibilité de voir ce que fait la concurrence, ce que fait le marché pour pouvoir aussi s'adapter au maximum, et tout ce qui peut aussi être des offres spéciales, package ou autres, pour prolonger les séjours, proposer aussi une expérience et pas uniquement du coup une nuitée. Là, si on revoit là, ces 5 points, si vous devriez vraiment choisir une opportunité, un point qui vous semble effectivement le plus important, le plus opportun, Benoît, tu choisirais laquelle? Le plus opportun, je mettrais le premier, mais je nuancerais, Je je sens modifierais insistant. potentiellement Ouais. le funding, en tout cas là-dessus. Ouais, s'appuyer sur de la donnée, je le mets en avant aujourd'hui pour effectivement toute la prise d'action globale, pas forcément uniquement liée à de l'événementiel. Je pense que de manière beaucoup plus globale, c'est l'occasion aussi de se repenser, challenger surtout la manière dont on fait les choses, l'organisation même, poser des questions. Est-ce qu'on a les compétences? Est-ce qu'on a finalement les équipes en place pour le faire? Et je ne sais pas, je vais peut-être être la personne qui radote et qui remet en avant à chaque fois les mêmes éléments, mais on parle depuis de très nombreuses années d'une notion, par exemple, de revenu total dans un établissement.
je pense que c'est un truc sur lequel, oui, aujourd'hui, il faut quand même insister et l'adopter avec un peu plus de… Allez, y aller franchement, quoi. Encore une fois, si on regarde nos cousins sur l'industrie aérienne, un EasyJet, un Ryanair, 30 à 40% de leurs revenus, c'est des revenus additionnels qui ne sont pas liés forcément uniquement au billet. Si on prend un concept Ennismore peut réaliser jusqu'à 40-50% de leur chiffre d'affaires sur du concept F&B. Donc, en fait, c'est penser un petit peu plus global aujourd'hui avec justement ces points de données, ces points de data pour réussir à tirer son épingle du jeu. Autre stat intéressante, 80% des hôtels dans le monde, des établissements dans le monde, n'ont pas de RMS. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de yield, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de tarification dynamique, mais pour autant, dans l'industrialisation et en tout cas dans le quotidien, c'est une question qui se pose de savoir, encore une fois, ça revient un petit peu à le point précédent, hein, au-delà d'un volet formation à moyen terme, on va dire, est-ce qu'aujourd'hui la technologie peut nous permettre finalement d'identifier des opportunités de croissance de revenus, de réduire les coûts, d'augmenter la productivité, d'améliorer l'expérience client, d'améliorer l'expérience employeur. Je pense que c'est un très bon point aussi qu'on a souvent tendance à mettre un petit peu de côté et qui reste fondamental pour garder ces meilleurs éléments également. Et tu vois, les auditeurs te rejoignent un petit peu parce que tu viens d'évoquer la partie tarification dynamique. On posait une question là dans le chat justement, quelle stratégie pour eux ça apparaît la plus prometteuse pour l'hôtel dans les prochains mois. Et effectivement, ils ont répondu en grande partie la tarification dynamique, tu vois. Oliver, toi, si tu devais choisir une des différentes opportunités, s'il y en a une que tu devrais ressortir, ça serait laquelle? Ça serait toutes, mon capitaine. Ouais. Dans le sens où tout dépend de l'état de mon book, tout dépend de l'état de mon personnel, tout dépend de l'état de mes exploitations, tout dépend si j'ai un taux d'occupation donc très élevé, pas élevé, etc. Si j'ai le temps, si je suis structuré, j'ai le temps un peu d'aller gratter de la statistique et d'aller un peu regarder tout ça, et de ne pas aller peler les pommes de terre parce qu'il me manque du personnel, etc., etc. Donc en fait, j'essaye d'être factuel en me disant simplement que entre théorie et pratique, c'est une chose, mais pratiquement, quand tu n'as pas de personnel, tu ne peux pas prendre ton temps pour aller regarder tes stats, regarder ce qui se passe, etc. Tu dois être sur le terrain, boots on the ground. Hein, on y va, on y va. Quand il y a un peu plus de temps, naturellement, quand on a un outil qui est adapté, on a de la stat, on a quelque chose qui sort, on arrive à pouvoir anticiper, à se dire, tiens, vu tel résultat, je dois mettre en place telle stratégie, etc., pour faire court. Quand on a un peu de temps, naturellement, on va regarder les commentaires clients et puis on va discuter avec eux surtout. Et puis on va voir effectivement ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. Et quand on prend, d'ailleurs, chez nous, on a plusieurs, donc au cercle, on a plusieurs typos, je ne veux pas dire segmentation, mais typologie de propriétaires. On a des family office ou des fonds d'investissement, on a des gens qui sont simplement avec un établissement familial, on a des gens qui sont des groupes connus ou pas connus, etc. Et en fait, tous, il y a un point qui revient, c'est du moment que j'ai un peu de temps, j'essaye d'anticiper et j'essaye de prévoir des choses pour effectivement me rendre rentable. Parce que la finalité de la chose, c'est d'avoir un établissement rentable. Si je n'ai pas de rentabilité, je ferme, j'ai plus de personnel et c'est fini. Donc, tout est basé sur la rentabilité. Donc, automatiquement, quand tu dis suivre les tarifs des concurrents locaux pour maximiser mes revenus, si je suis à 20% de taux d'occupation et que je suis à J-, je ne sais pas, 4 jours de cette période-là, je vais automatiquement plus facilement regarder ce que font les concurrents que commencer à prendre, je ne sais pas, regarder les demandes diverses et variées qui sont des objectifs plus ou moins long terme ou moyen terme. Donc c'est aussi, ça dépend, je pense, justement de la période. C'est pour ça que je te dis que tout est bon à prendre. Dans ce qui est mis là, les 5 sont bons à prendre, tout dépend de la période. S'assurer de la visibilité auprès des voyageurs français. Oui, on aimerait bien être premier visible sur Google. Quand je tape hôtel, montagne, etc. J'adorerais. On sait que ce n'est pas possible.
Donc, il faut faire le maximum, trouver d'autres possibilités d'être visible, etc. Optimiser des séjours prolongés avec des offres uniques. Pourquoi pas, à certains moments. Maintenant, je sais qu'on a des membres, dont moi, par exemple, qui ne proposent que des tarifs non modifiables, non annulables. Parce qu'il y a une question aussi de gestion du personnel et que j'ai besoin de mettre ces tarifs-là parce que sinon, commencer à gérer de l'annulation en période d'hiver ou en période d'été, ça commence à devenir très compliqué, par exemple. Voilà, je sais que des établissements en centre-ville aussi le font. Donc, je te dirais les 5, mais pas au même moment. Et naturellement, ça semble logique, mais pas au même moment et de façon peut-être plus structurée. Je veux dire par là, pour rejoindre ce que disait aussi Benoît et dans la discussion générale, c'est que n'oublie pas à qui tu t'adresses. Tu t'adresses à un type qui a 4 établissements de moyenne capacité, qui connaît les hôteliers, qui a dans son cercle des hôteliers qui sont indépendants, donc qui gèrent eux-mêmes leur bouclard, et que automatiquement, qu'ils en aient 20, 30 ou 70, hein, ou 10 ou 1, c'est la même chose. Et que donc automatiquement, alors c'est pas tout à fait la même chose parce qu'on n'est peut-être pas structuré de la même chose, mais il y a des besoins qui sont différents et des possibilités différentes que des chaînes hôtelières. Voilà, et donc on fait comme on peut. Et donc s'entourer de gens qui sont professionnels, qui maîtrisent les choses, il faut savoir le faire. Ça, c'est un message que je peux passer à mes consoeurs et confrères. Je profite. Sachez vous entourer de personnes spécialisées dans leur domaine, même s'ils coûtent un peu d'argent en externe. Croyez-moi, ça peut vous aider. Voilà. Parfait. Et tu parlais effectivement de rentabilité, un peu le nerf de la guerre. Justement, bon, on a vu 5 différentes approches, opportunités. Si vous deviez, ou du moins si vous avez peut-être une autre idée qu'on n'a peut-être pas forcément évoquée pendant ce webinaire, qui pourrait vraiment, voilà, dans ce contexte qu'on a vu un peu particulier, géopolitique, économique, voilà, une petite approche qui pourrait voilà, permettre de booster un petit peu tout ça, les réservations, ou pourquoi pas les réservations un peu anticipées. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi par exemple, Benoît, que tu as pu voir de ton côté? Pour pousser, non, je vais être très terre à terre là-dessus. Contexte incertain, il faut tout simplement s'adapter à son marché. Pour s'adapter à son marché, il faut parler à ses clients, il faut connaître potentiellement sa concurrence. De la même manière, communiquer, aller comprendre un petit peu ce qui se passe de manière très très simple sur le terrain. Il n'y a pas forcément de secret. On peut pousser effectivement certaines initiatives stratégiques parce qu'on a observé ci, parce qu'on a observé ça. Mais bon, à la fin de la journée, ce n'est pas ça qui va drastiquement changer l'équation. Je rejoins un petit peu ce que nous a partagé Oliver sur le fait que oui, tout dépend du contexte. Et donc, bon, la priorité, évidemment, c'est de comprendre avant tout ce qui se passe pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Parfait. Oliver, je te laisse le mot de la fin un petit peu sur ce sujet-là. Ouais. Écoute, on est hôtelier, on est aussi quelquefois et très souvent propriétaire de murs, donc propriétaire immobilier. Mmh. Et donc, la rentabilité ne se fait pas seulement en direct, c'est-à-dire par la location, enfin, par l'immobilier, ou par l'indirect, c'est-à-dire les chambres. On a une double rentabilité à avoir, nous, propriétaires hôteliers. Et donc, automatiquement, je reviens toujours à ça. Mais quand, par exemple, on a un personnel qui est peu fiable, parce que peu formé, parce que trop jeune, trop vieux, ou je ne sais quoi, mais qui n'est pas adapté, ça pose de gros soucis. Et donc, je pense qu'un des axes sur lesquels on doit travailler, c'est d'avoir le maximum de rendu client, c'est-à-dire de parler énormément avec eux, de bien faire passer le message aussi au personnel, de créer une sorte de communauté interne de l'hôtel, c'est-à-dire entre les clients et le personnel, d'amener une proximité de façon à aussi pouvoir fidéliser certains clients. Je parle essentiellement pour des établissements touristiques. Après, pour le corporate, c'est aussi d'avoir une proximité avec le client corporate, de discuter très souvent avec lui, d'échanger
La différence qu'on a, nous, hôteliers indépendants, c'est que ce sont nos affaires. Maintenant, indépendant, je mets aussi des marques dedans parce qu'un propriétaire qui a un hôtel de marque, il reste aussi un propriétaire, bien malgré tout, de murs, de fonds aussi, hein, malgré tout. Donc, on a un besoin de partager le plus, d'échanger avec nos clients, avec nos partenaires, et c'est ce qui fait qu'on fait partie justement d'une grande communauté hôtelière où il y a marque, pas marque, indépendant, semi-indépendant, tiers indépendant, ce qu'on veut. Ce que je veux dire par là, c'est que plus on communique, plus on partage, plus on arrive à détecter le besoin et plus naturellement on arrive à le partager avec le personnel, à l'inclure dedans, à lui donner de la formation, etc., de façon à ce qu'il puisse bien répondre, de façon adaptée, et pas qu'on perde des clients, etc. Je veux dire, plus on parle, plus on communique, plus on a des outils qui le permettent en interne aussi de le faire, bah, tant mieux. Moi, je pense que c'est une grande différence entre des hôteliers qui fonctionnent comme ça et des hôteliers qui sont juste des bouclards qu'on appelle des machines à cash où on paye, tac, puis ça revient comme ça, le bandit manchot. Non, pas tout le monde, pas tous les hôteliers ont la chance d'être à une sortie d'autoroute pour certains établissements ou en centre-ville, le seul établissement, etc. C'est fini, ces périodes-là. Maintenant, il y a de l'ultra-concurrence, directe et indirecte. Vous avez souvent des gens qui vont sur Booking qui disent ouais, j'ai 500 balles, je fais quoi avec ces 500 balles? Je peux très bien aller à Paris comme je peux aller à Amsterdam ou je peux aller ailleurs. Donc, il faut avoir l'offre, effectivement, ce que disait Benoît, il y a une question à travailler sur l'offre aussi, qui est importante. Mais bien savoir qu'on fait partie d'un monde qui est global, nous, hôteliers, et que autant on a des capacités d'avoir des belles rentabilités, autant on peut se manger du jour au lendemain. Et que donc de communiquer, d'échanger et ne pas rester seul dans son coin, c'est quelque chose d'important. Écoutez, messieurs, Benoît, Oliver, merci beaucoup pour votre temps. Merci d'avoir échangé avec moi, qu'on ait vu ensemble un peu ces nouvelles tendances, les données et d'avoir surtout votre point de vue, votre vision. Donc, merci beaucoup. On vous a mis dans le chat le rapport complet parce que forcément, comme vous pouvez imaginer, il y a bien plus de statistiques données, mais on s'est focalisé vraiment sur les plus intéressantes qu'on voulait faire partager avec vous. Vous pouvez télécharger le format et toute l'étude PDF si ça vous intéresse d'avoir un peu plus de données de ce côté-là. Oliver, Benoît, merci beaucoup encore. Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une très belle journée et puis à plus tard. Merci beaucoup, Amaury. Merci, Oliver. Très chouette. Bel été. Au revoir.